qu'est-ce qu'une société ouverte ou fermée? Et pourquoi Henri Bergson et Karl Popper ne sont-ils pas d'accord sur les définitions de ces deux types de sociétés? Bien, c'est ce que nous allons voir aujourd'hui, mais ça sera après notre petit générique. Bonjour les Microsoft, j'espère que vous allez bien. Nous allons donc aujourd'hui parler de ces deux types de sociétés, les sociétés ouvertes et fermées, auxquelles se sont intéressés donc deux philosophes assez importants, donc Henri Bergson et Karl Popper, et qui permettent de bien comprendre certains débats politiques actuels, mais comme toujours, pas de façon directe, mais à travers donc une réflexion philosophique. Donc commençons par le premier dans l'ordre chronologique, donc c'est la société ouverte et fermée selon Henri Bergson, dont il parle dans un ouvrage qui s'appelle Les deux sources de la morale et de la religion, ouvrage qui est sorti, excusez-moi, en 1932, donc entre les deux guerres. Henri Bergson, dont nous avons déjà parlé à propos donc du possible et de la liberté dans une autre vidéo, dont je vous mets le lien au-dessus, je pense que c'est là. Donc, comme je vous l'ai dit, donc l'ouvrage Les deux sources de la morale et de la religion est sorti en 1932. Et dans ce livre, alors c'est pas l'objet principal du livre, mais enfin c'est dans le cadre de ce livre, Bergson donc définit les sociétés fermées d'abord et puis les sociétés ouvertes. L'objectif de Bergson est de supprimer les guerres. On sort de la guerre de 14-18, peut-être sent-il arriver la Deuxième Guerre mondiale, et donc pour lui c'est vraiment la chose à laquelle doit s'atteler la philosophie, c'est de supprimer les guerres. Pour cela, il examine, il adopte on va dire, une approche historique, en cherchant à comprendre comment les sociétés humaines sont nées, comment elles ont évolué, et est-ce que ça peut expliquer donc l'utilisation, la permanence des guerres dans toute l'histoire de l'humanité. Et dans le cadre de cette approche historique, il étudie aussi l'évolution, la naissance et l'évolution de la morale et de la religion, en parallèle avec l'évolution de la structure de la société. Donc Bergson commence par étudier les sociétés fermées, puisque pour lui, ce sont les premières qui sont apparues. C'est-à-dire que les sociétés fermées, ce sont des petits groupes humains qui s'assemblent au sein d'un clan ou d'une tribu, puis ensuite des cités, etc. Et qui ont qui adoptent une morale fermée, donc la morale du groupe fermé, et une religion de type fermé. Alors, donc, il les définit à plusieurs reprises. Moi, je vais prendre une définition qui apparaît à peu près au milieu de l'ouvrage. Il dit donc « La société close, société fermée donc, est celle dont les membres se tiennent entre eux, indifférents au reste des hommes, toujours prêts à attaquer ou à se défendre, astreints enfin à une attitude de combat. Telle est la société humaine quand elle sort des mains de la nature. L'homme était fait pour elle, comme la fourmi pour la fourmilière. » Donc c'est vraiment, la fin est très importante, puisque en fait, pour Bergson, une société fermée, c'est l'état naturel des hommes. Ils s'assemblent dans des petits groupes, et chaque petit groupe essaye de se défendre des autres groupes pour des raisons diverses. Essentiellement, enfin généralement, on considère que c'est lié à la nourriture, par exemple, l'accès à la nourriture. Donc voilà ce que sont des sociétés fermées. Et donc ce qui est important de comprendre, c'est que ce sont des groupes fermés, comme il dit, indifférents au reste des hommes. Donc ce qui importe, c'est les membres du groupe. Et au sein de ces groupes fermés se développe une religion
donc fermée, une religion qui ne concerne que le groupe, et aussi donc des règles morales qui, elles aussi, ne concernent que le groupe. Alors bien sûr, comme le remarque Bergson, ces groupes sont amenés à toujours être dans une position ou défensive ou offensive par rapport aux autres groupes. Donc cette clôture du groupe sur lui-même, c'est ce qui amène les hommes à faire la guerre. Donc pour Bergson, il y a un lien très fort entre la clôture des sociétés humaines sur elles-mêmes et les guerres. Donc pour sortir, pour supprimer les guerres, il faut bien entendu prendre le contre-pied, faire le contraire de ce que sont ces sociétés ouvertes. Donc c'est ce qu'il appelle les sociétés fermées, excusez-moi. Et donc c'est ce qu'il appelle les sociétés ouvertes. Donc en toute logique, une société ouverte, c'est le contraire d'une société fermée. C'est-à-dire que donc elle n'est pas fermée sur le groupe, elle est ouverte à l'humanité tout entière. Il n'y a pas de, si c'est juste une ouverture progressive, à un groupe plus grand, on est toujours dans le cadre d'une société fermée. On pourrait imaginer un cas extrême où l'humanité serait divisée en deux groupes, ces deux groupes pourraient toujours passer leur temps à se faire la guerre. Donc pour supprimer les guerres, il faut vraiment que le groupe humain soit étendu à l'humanité tout entière. Par ailleurs, il ne suffit pas que le groupe soit étendu à l'humanité tout entière, il faut aussi que la morale et la religion soient universelles. Parce que sinon, en fait, ça va recréer d'autres groupes. Donc il faut une religion qui s'étende à toute l'humanité. Bergson n'envisage pas le cas d'une absence de religion. Donc il faut que la religion soit étendue à toute l'humanité, et que ça soit une religion qui prône une morale de l'amour, une morale de l'entraide, de la solidarité, parce que sinon on voit bien que les conflits vont renaître et donc on va se retrouver avec des guerres. Donc les trois éléments sont absolument indissociables. Une société étendue à toute l'humanité, une morale et une religion universelle et prônant l'amour. Alors, cette religion et cette morale existent, c'est le christianisme. Donc ça, Bergson en parle à plusieurs reprises dans le livre. Donc il dit « La morale de l'évangile est essentiellement celle de l'âme ouverte. » Donc dans l'évangile pour lui, du fait que la morale de l'évangile, c'est l'amour du prochain, c'est une morale ouverte sur l'humanité tout entière. Et c'est une forme donc c'est une religion qui n'est pas fondée sur des commandements, mais c'est une spiritualité. On comprend bien que l'amour du prochain, l'amour universel du prochain, c'est plus proche d'une forme de spiritualité que de commandements précis. Donc l'acte par lequel l'âme s'ouvre et a pour effet d'élargir et d'élever à la pure spiritualité une morale emprisonnée et matérialisée dans des formules, celle-ci devient alors par rapport à l'autre quelque chose comme un instantané pris dans un mouvement. D'un côté le clos et de l'autre l'ouvert. Donc Bergson assimile aussi la morale fermée à une morale statique, ou une religion statique, et la morale ouverte, religion ouverte, à une morale, une religion dynamique, c'est-à-dire qui s'ouvre à l'autre, qui est dans un mouvement spirituel d'ouverture à l'autre. Alors ce mouvement, Bergson en a tout à fait conscience, excusez-moi, c'est une forme de mysticisme. Donc il parle beaucoup donc, dans cet ouvrage de spiritualité, de mysticisme. Ça n'est pas du tout une approche, on va dire, laïque de la morale et de la religion. Donc Bergson se rend bien compte que pour lui, mais pour supprimer les guerres, il faut changer de paradigme, comme on dirait maintenant. Et ça, c'est très important, puisque ça veut dire que le passage d'une société ouverte, d'une société fermée, excusez-moi, à une société ouverte, pour lui, ne peut pas être progressif. Parce qu'en fait, les deux sociétés ne sont pas différentes
de façon quantitative. Hein. C'est pas un petit peu ouvert ou un petit peu fermé. C'est ouvert ou fermé, même si à l'intérieur des sociétés fermées, il peut y avoir des différences. Bergson fait la différence entre une démocratie, par exemple, et on n'appelait pas ça encore le totalitarisme. Enfin bon, c'est la description qu'il en donne. Donc il fait bien la différence. Mais malgré tout, une démocratie, ça n'est pas une société ouverte pour Bergson. Et donc, elles sont différentes par nature, hein, c'est ce qu'il dit très bien, bon, il le dit à plusieurs reprises, mais je vais vous prendre un exemple. De la société close à la société ouverte, de la cité à l'humanité, on ne passera jamais par voie d'élargissement. Elles ne sont pas de même essence. La société ouverte est celle qui embrasserait en principe l'humanité entière. Voilà. Donc on voit bien que cette société ouverte, selon Bergson, en fait, est une sorte d'idéalisme, et c'est un petit peu le problème de sa position, hein. C'est que on peut adhérer à à ses positions, à la description, à la définition qu'il donne d'une société ouverte. En pratique, on se demande comment on peut y arriver, puisque lui-même reconnaît que ce n'est pas un changement progressif, c'est un changement spontané et, valable partout. Ça veut dire qu'il y aurait, si on prend les chiffres actuels, 7 milliards d'humains qui d'un seul coup deviendraient, adhéreraient à une religion ouverte comme le christianisme et à la morale associée. Donc, on sent bien que c'est un idéal difficilement accessible. Donc on va donc maintenant passer à la conception popperienne de la société ouverte et fermée. Alors Popper décrit ces deux types de sociétés dans un ouvrage dont on a déjà parlé à propos du nominalisme méthodologique. Hein, donc c'est la société ouverte et ses ennemis, en français, et en anglais, The Open Society and its Enemies. Alors, j'avais dit pourquoi je travaillais beaucoup avec la version anglaise de ce livre, parce que la traduction française est un petit peu bizarre, il manque des passages, puis il y a des passages qui sont bizarrement traduits, enfin bref, bon, quand on peut, c'est bien d'utiliser la version anglaise. Après, si on peut pas, on prend la version française, c'est bien quand même, hein, il n'y a pas de problème. Alors Popper écrit son livre en 1945, enfin il le publie en 1945, donc ça veut dire bien sûr, il a écrit pendant la guerre en tout cas. Et son objectif est un petit peu différent de celui de Bergson. Hein. Bergson voulait donc essayait de supprimer les guerres. L'objectif de Popper, lui, c'est plutôt de combattre le totalitarisme. Donc en fait, pour lui, la société fermée, c'est une société totalitaire. Et donc, il cherche à décrire une société ouverte qui s'opposerait au totalitarisme. Alors, Popper reprend en grande partie l'analyse de Bergson, l'analyse historique de Bergson, hein, selon laquelle, à l'origine, les sociétés donc, sont des sociétés fermées, et surtout des sociétés naturelles. Et souvenez-vous, Bergson disait que l'homme se sent dans la société fermée comme une fourmi dans la fourmilière. Hein, et on compare souvent une fourmilière à un organisme, hein, où chaque groupe de fourmis a sa fonction. Hein. Et donc pour Popper, à l'origine, c'est ça. Ce qui caractérise une société fermée, c'est qu'elle est fermée en quelque sorte dans sa construction. Chaque individu fait partie d'une structure qui est l'équivalent d'un organe dans un organisme. Vous voyez, donc les fonctions individuelles sont vraiment fermées, déterminées. Et ça, il assimile ça à ce qu'il appelle l'essentialisme. Essentialisme qu'on retrouve dans l'analyse, dans la République de Platon, hein, où la société est bien divisée en plusieurs castes, comme ça, en plusieurs groupes, hein, et chacun est dans son groupe, par essence en quelque sorte. Il y a les guerriers, il y a les cultivateurs, etc.
Alors, cette accusation de Popper envers le platonisme, hein, donc, qu'il appelle l'essentialisme méthodologique, va bien entendu provoquer beaucoup de débats euh, dont on trouve les échos dans le livre. C'est-à-dire qu'il y a des parties du livre qui sont consacrées aux réponses de Popper à ces attaques, que ce soit donc sur l'essentialisme ou sur un autre aspect qui est l'historicisme dont je vais parler maintenant. Je voulais juste préciser un point, c'est que donc l'essentialisme méthodologique donc que Popper euh, accuse d'être à l'origine, une des origines du totalitarisme, s'oppose au nominalisme méthodologique, hein, dont j'avais parlé dans une autre vidéo. Hein. C'est là que se trouve le lien entre cette attitude, enfin cette position épistémologique, hein, un essentialisme méthodologique versus un nominalisme méthodologique. Hein. Donc c'est là que cette réflexion épistémologique rejoint la réflexion politique. Hein, vous voyez, ça c'est vraiment intéressant chez Popper, c'est que même quand il écrit un livre de philosophie politique, il reste un épistémologue. Et pour lui, la conception de la connaissance, est-ce que la connaissance consiste à rechercher des essences ou à rechercher des relations entre des individus, des objets, reste essentielle même pour faire de la politique. Voilà. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail, hein, je vous invite à regarder ma vidéo sur le nominalisme méthodologique, mais je voulais juste là signaler que Popper reste un épistémologue, même quand il fait de la philosophie politique. Alors, l'autre accusation que Popper porte à une autre conception philosophique, c'est celle qu'il appelle l'historicisme. Donc là, il vise plutôt Hegel et Marx, hein, c'est-à-dire cette conception de l'histoire qui pense qu'il existe un sens de l'histoire, donc la raison chez Hegel, hein, et que la connaissance de ce sens de l'histoire, de ce moteur de l'histoire, nous permettrait de connaître, en quelque sorte, le futur. Hein. Ça, on le retrouve chez Marx. Hein. Marx fait une analyse de type hegelienne de la société à travers la lutte des classes, hein, et ça lui permet de dire, voilà, un jour, on aura une société sans classe, et puis aussi le fait que le capitalisme va disparaître du fait de la baisse tendancielle des taux de profit, etc. Donc, un peu comme Platon pense connaître l'essence de certaines valeurs, l'essence de la justice, l'essence de la beauté, l'essence de l'égalité, enfin toutes les essences. Pour Platon, il existe un monde des essences. Hein. Eh bien, donc Platon prétend que les philosophes vont connaître, ont connaissance de ce monde des essences, alors que pour Hegel, c'est plutôt la connaissance du sens de l'histoire. Hein. Et dans les deux cas, que ce soit l'essentialisme méthodologique ou l'historicisme, ça permet d'avoir une vision de ce que doit être une société. Et c'est là que pour Popper, on arrive à une société fermée, c'est-à-dire qu'on a une société qui est prédéfinie et qui donc ne peut plus évoluer en quelque sorte. Hein. C'est-à-dire qu'elle est fermée sur les essences ou un sens historique. Et en faisant cette étude, et ça c'est vraiment intéressant, donc là je vais passer à un petit passage du texte, mais c'est que Popper comprend que les totalitarismes ne naissent pas d'une volonté de faire le mal, mais en quelque sorte d'une volonté de faire le bien. Si on prend l'exemple de Platon et de la République, quand il invente la République, hein, on pense que Platon voulait juste créer une société dans laquelle Socrate ne serait pas condamné à mort, ce qui pour lui est l'injustice absolue. Socrate a été condamné à mort, donc il y a quelque chose qui ne va pas dans la société, il faut inventer une société dans laquelle ce genre d'injustice ne pourrait pas être commise. Voilà. Et de la même façon que Marx voulait le bien de l'humanité. Donc là, Popper comprend que ce n'est pas le but qui était mauvais, c'est juste la méthode utilisée. Voilà.
la méthode, donc l'essentialisme méthodologique, ou bien l'historicisme. Hein, donc c'est ce qu'il dit. Hein, donc j'ai été forcé à modifier mon interprétation du totalitarisme lui-même. Donc voilà, il tentait, hein, ou bien l'ancien ou le nouveau totalitarisme, bon, donc, il tentait de répondre à des vrais besoins, quelle que soit la mauvaise façon qu'ils ont utilisée pour atteindre ce besoin. Donc ça c'est vraiment intéressant chez Popper, c'est que pour lui, c'est pas un problème de contenu, c'est un problème de méthode. Et la méthode, c'est de croire ou à des essences ou à un sens de l'histoire, alors que pour Popper, la bonne méthode, c'est se fonder sur la raison. Alors là, à plusieurs reprises, Popper va essayer de se justifier, parce qu'il sait très bien que s'il dit qu'il faut faire appel à la raison, et on sait que bon, c'est un épistémologue, donc forcément, pour lui, l'utilisation de la raison, c'est aussi ce qu'on fait en science, on risque de l'accuser de scientisme. Ça, je connais bien le sujet, j'ai moi-même été, à plusieurs reprises, été accusé de scientisme. Alors qu'en fait, c'est pas ça du tout. Popper a parfaitement conscience que la science ne permet pas de faire de la politique, en quelque sorte. La politique utilise la science, bien entendu, mais la science ne permet pas de dire ce qu'il faut faire. Donc ça n'est pas du tout... l'utilisation de la raison, selon Popper, n'est pas du tout le fait de dire on va chercher dans la science les solutions à nos problèmes politiques. Et d'ailleurs, il considère la raison comme une espèce de faculté sociale. Et en particulier à travers ce qu'il appelle la discussion critique. C'est-à-dire que la bonne organisation de la société, c'est celle qui va être fondée sur une discussion critique. On retrouve là encore une fois aussi ce côté épistémologie, puisque pour Popper, la science, elle est fondée aussi sur une discussion critique à travers l'idée de réfutabilité. C'est-à-dire qu'à travers la réfutabilité, on peut discuter une théorie, etc. Mais sur des valeurs, enfin sur des arguments scientifiques, alors que dans le cadre de la politique, ça n'est pas sur des arguments de type scientifique. Encore une fois, on peut en utiliser, si c'est nécessaire, mais ça n'est pas le fondement de la discussion politique. Mais il n'empêche qu'il doit y avoir une discussion critique au sein d'une société ouverte. Alors, en fait, on reconnaît là la démocratie. La démocratie est fondée sur la discussion. Alors, dans cette discussion, on peut parler de ce qu'on veut, donc échanger des arguments sur pourquoi on préfère ou pourquoi on fait la promotion de telle ou telle solution, mais cette discussion critique a aussi un autre objectif, c'est d'évaluer les conséquences des solutions qu'on propose. Et là, on rejoint, c'est assez intéressant, parce qu'en fait, on rejoint Max Weber. C'est-à-dire que cette évaluation des conséquences prévisibles de ce qu'on propose, c'est ce que Max Weber appelle l'éthique de la responsabilité. L'éthique de la conviction, c'est ce qu'on croit, c'est ce qu'on veut mettre en place. C'est un peu l'objectif à long terme. Mais en même temps, quand on prend des décisions, donc il y a une différenciation entre... définir un objectif ne suffit pas, comment dire, à définir les solutions qui vont permettre d'atteindre cet objectif. Il peut y avoir plusieurs solutions qui vont permettre d'atteindre cet objectif. Et bien donc la discussion critique va aussi permettre de faire une estimation des conséquences pratiques, prévisibles, des solutions qu'on propose. Oui. Donc ça, et donc là, on voit bien qu'on est loin de... Enfin, on est loin d'une approche essentialiste ou historiciste. C'est-à-dire qu'on ne sait pas exactement... Il ne suffit pas de dire, oui, pour avoir de la justice, il faut faire ceci, cela. Non. Oui, mais peut-être que si on fait ceci, cela, ça aura d'autres conséquences, etc. Donc, faut vraiment évaluer les conséquences de ce qu'on propose. Donc, ça, c'est vraiment très, très proche de ce que propose Max Weber dans l'éthique du politique, où il distingue ces deux éthiques de conviction et de responsabilité.
Alors bien sûr, hein, on reconnaît dans la société ouverte, selon Popper, euh, quelque chose qu'on peut appeler la démocratie libérale, hein. C'est-à-dire, déjà le côté démocratique par, comment dire, par le dialogue, comment il appelle ça, la discussion critique, excusez-moi, hein. Euh, mais aussi, bien entendu, par le fait que, comme chacun n'est pas assigné, affecté à une place donnée dans la société, ça c'est le côté libéral, où chacun a une grande liberté d'action, enfin, avec les moyens qu'il a, etc., avec toutes les limites qu'on connaît au libéralisme, bien entendu, mais ce n'est pas la société qui assigne une personne à une fonction donnée, hein. C'est plus ouvert que ça. Il y a des possibilités d'action, d'évolution, par la formation, l'éducation, etc., pour choisir soi-même sa position, et puis même éventuellement créer des positions, hein. L'histoire des sociétés libérales, c'est sans arrêt des créations de technologies, mais qui créent des métiers, etc., etc. Donc là, on voit bien une approche très très différente l'approche est différente entre Bergson et Karl Popper, bien entendu, mais elles ne sont pas si différentes que ça. Enfin, je veux dire, on peut... D'abord, pour Bergson, quoi qu'il en dise, la démocratie, c'était quand même mieux qu'une dictature. Donc, même si ça n'est pas la société ouverte, euh, universelle, qui prône l'amour et tout, c'est quand même plus proche, la démocratie est quand même plus proche, ou même Bergson était très impliqué dans le mouvement de création de la SDN, la Société des Nations, qui a donné lieu plus tard à l'ONU, hein, c'est-à-dire de discussions critiques, hein, entre les États. Vous voyez, donc ça n'est pas, en pratique, ça n'est pas si éloigné que ça. Je dirais que Popper a une approche peut-être plus pragmatique, hein, alors que Bergson essaye de définir une sorte d'idéal, hein, à travers donc la religion universelle, la morale universelle fondée sur l'amour, mais on voit pas très bien comment on y va. Peut-être que à travers le mouvement, contrairement à ce que dit Bergson, peut-être qu'à travers, sur le long terme, avec l'ONU, des discussions, etc., on va s'approcher de cet idéal. Voilà. Donc, je pense, très souvent, on trouve des vidéos sur YouTube où on oppose les deux approches. Moi, je pense qu'on peut aussi voir, bien entendu, les différences, essayer de comprendre ces différences, mais on peut aussi considérer qu'elles ne sont pas si éloignées l'une que l'autre, en fait, en pratique. Voilà. Alors, en termes de bibliographie, je pense que c'est assez simple. C'est les deux ouvrages dont j'ai parlé, hein. Donc Bergson, Les deux sources de la morale et de la religion. Je conseille dans cette édition du PUF, parce qu'il y a un appareil critique qui est vraiment très très bien fait, hein. C'est l'édition critique dirigée par Frédéric Worms, de l'intégrale, c'est le livre rouge, hein, on les reconnaît facilement, de l'intégrale de l'œuvre de Bergson. C'est vraiment un travail admirable quand on aime Bergson, ce qui est mon cas. Voilà, cette collection-là, c'est indispensable. Et du côté de Karl Popper, donc The Open Society and Its Enemies. Alors il y a plusieurs éditions anglaises. Moi j'ai pris celle-là. Je suis pas sûr que ce soit la meilleure d'ailleurs. C'est un petit peu embêtant parce que visiblement c'est pas celle qui est utilisée quand on lit des articles sur ce livre. Ils prennent une autre édition. Donc moi j'ai beaucoup eu de mal des fois à retrouver dans d'autres articles à quelle page ça faisait référence. Donc j'ai passé pas mal de temps là-dessus. Sinon, la version française, c'est pas un problème. Encore une fois, si on peut lire l'anglais, on prend une version anglaise. Si on peut pas, on prend une version française. C'est pas une catastrophe. Voilà. Donc nous sommes arrivés au terme de cette vidéo. Comme d'habitude, je vous remercie de l'avoir écoutée. Si elle vous a plu, si elle vous a appris quelque chose, remerciez-la d'un petit pouce vers le haut, hein. Tout ça, c'est assez important par rapport aux algorithmes YouTube. Inscrivez-vous à ma chaîne, activez la notification, comme ça vous serez prévenu de mes prochaines vidéos. Voilà, je vous remercie encore et à bientôt.